Bienvenue sur le podcast State of CRM, reprise aujourd'hui avec un épisode particulier, un invité particulier. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jorma Le Tortois, Bonjour tout le monde. Jorma a travaillé du côté CRM dans les entreprises. Donc, si je me souviens bien, Jorma, tu as travaillé pour FDJ, Fnac, TF1 avant de rejoindre les équipes chez Tiny Cloud et ensuite Splio en tant que spécialiste du métier CRM. Et aujourd'hui, donc, je le disais, un sujet assez intéressant sur lequel tu as beaucoup travaillé dernièrement et qu'on va creuser, qui est le sujet qui est les achats spécifiques. Donc, est-ce que tu veux me dire un petit peu plus sur le sujet, faire l'intro, et puis après, on rentrera dans les détails de qu'est-ce que c'est que ces achats spécifiques, comment le mesurer et pourquoi c'est important dans le CRM. Tout à fait, déjà merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir de pouvoir, discuter avec toi et ensuite, alors l'achat spécifique, c'est quelque chose d'assez, ça part d'une question qui est assez classique et assez amusante. C'est que souvent, quand on fait du CRM, donc on envoie des communications, c'est des communications sur un sujet donné et on essaye sur un produit donné et on essaye de voir si c'est bien ce produit qui a été vendu. Or très souvent, on s'aperçoit que, il se peut que ce produit ait été vendu, suite à la communication, mais il se peut aussi que n'importe quel autre produit ait été vendu. Je donne un exemple, tu parlais de la Fnac tout à l'heure, c'est tout à fait possible de communiquer, sur des sujets très high-tech et de finalement finir par vendre des BD, des livres et pas du tout ce qu'on pouvait s'attendre à vendre au départ. Et c'est comme ça qu'on définit, que finalement la notion d'achat spécifique est née, en se disant, heu, comment on fait pour matérialiser cette idée que on communique sur du high-tech et on veut voir si on a vendu du high-tech? OK, donc si j'essaye de résumer ce que tu viens de dire, c'est que je suis marketeur, j'envoie une communication, par exemple un email qui met en avant des grille-pains et je vends des iPhones. Donc, pourquoi j'ai pas vendu que des grille-pains en envoyant une newsletter grille-pain, et pourquoi il y a d'autres produits qui sont vendus. Donc, le concept de l'achat spécifique, c'est ça, c'est de mesurer combien de ventes j'ai fait sur le grille-pain, si j'ai mis en avant le grille-pain, versus l'intégralité du business qui a été généré par cette communication. C'est exactement ça. OK. Et donc, du coup, ça, c'est un sujet, c'est un sujet très intéressant. Et quand on creuse, en fait, quand on discutait pour préparer la discussion, c'est que c'est un sujet qui revient très fréquemment, assez fréquemment, je pense, et surtout dans le digital. Et dans la discussion qu'on avait, on parlait du digital et comment on compare ça, comment on pourrait faire le parallèle avec le physique, quoi, avec le monde du physique et des vitrines. Parce que en fait, les produits qui sont mis en vitrine, c'est un petit peu l'équivalent des mises en avant des produits dans les communications. Et je pense que dans les magasins, on ne vend pas que les produits qui sont en vitrine. Bah, je pense que c'est un bon axe. Alors déjà sur ta première question sur est-ce que c'est une question qui revient souvent? En fait, au départ, quand, on a travaillé nous avec différentes marques, soit chez Tiny Cloud, chez Splio, la première question c'est, de calculer les revenus des campagnes. Donc ça, on s'intéresse à l'attribution, donc à voir comment je calcule ce qui, a été généré par une campagne et puis vient le moment où, le commerce qui souvent est associé dans la création des campagnes et dans les sujets de campagne, interroge le CRM sur, OK, ben, donc tu as fait une campagne sur une marque, soit Samsung, Apple, peu importe, une marque qui est dans le catalogue et j'aimerais savoir si ça a fonctionné. J'aimerais savoir si ça a fonctionné et souvent la réponse s'arrête à, «Oui, c'est un mail qui a fonctionné», ou un push qui a fonctionné, mais sans savoir précisément, ce qu'il en est et donc finalement la question assez vite chez nos différents clients se pose de dire: «On aimerait rentrer dans un niveau de détail plus fin qui est pas de savoir si ça a fonctionné, mais qui est de savoir si ça a fonctionné sur les produits qu'on poussait dans nos contenus» et après, pour répondre à ça, donc il y a ce qu'on on va en parler, il y a ce qu'on observe, il y a des différents moyens de l'observer et il y a, avant tout une métaphore et c'est celle que tu faisais, c'est de dire, comme souvent dans le CRM finalement, une bonne manière de poser les questions, c'est de se dire: «Comment on pourrait trouver l'équivalent dans le monde physique?»
Donc, comment, si un vendeur parlait à un client, comment il s'adressera à ce client, ou en l'occurrence, si il y avait des produits en vitrine, à quoi je pourrais m'attendre, donc les produits en vitrine qui seraient comme ce qu'on peut promouvoir dans un email, à quoi je pourrais m'attendre d'un point de vue résultat en termes de vente dans le magasin. Et en posant la question comme ça, on est en train de trouver un axe qui est amusant, c'est de dire si j'ai 3 robes et 2 pantalons en vitrine, et que j'ai 500 produits qui sont référencés, est-ce que je m'attends vraiment à ne vendre dans mon magasin que les produits qui sont en vitrine? Ou est-ce que je trouverais logique finalement que mes autres références soient aussi vendues? Et quand on pose la question comme ça, ouais, il y a une réponse qui s'impose finalement assez vite. Oui, oui, Donc, c'est logique, c'est assez logique. Ce que tu dis, c'est que c'est assez logique qu'il n'y ait pas 100% des produits, 100% des ventes ne soient que des ventes des produits qui sont mis en avant, quoi. exactement. On pourrait même s'inquiéter en réalité si on ne vendait que les 4 produits qui sont en vitrine. Et Ouais, je ouais. pense que tous les responsables de magasins seraient inquiets en disant: «On a un gros problème, on ne vend que les produits de la vitrine. Pourquoi les autres produits ne se vendent pas?» Et là, ils questionneraient le magasin et cetera, et dans le monde digital, ça voudrait dire: «Est-ce que mon site web a un problème?» Puisque finalement, il y a pas du tout de dispersion entre ce que les gens voient dans nos communications et ce qu'ils achètent à la fin. Ouais, en fait, sur un site web, sur un site e-commerce, si il y avait uniquement il y avait que les produits, mis en avant qui étaient vendus. Il y aurait forcément des questions et les marketeurs iraient se poser la question et iraient vérifier que sur le site web, le menu apparaît bien parce que c'est-à-dire qu'il y a pas de navigation sur les autres catégories et d'autres produits et seraient inquiets aussi dans l'autre sens et hem, je me permets de citer, les résultats d'une étude du, NPD, Group Research qui a fait une étude sur cette influence, l'influence des produits en vitrine sur la vente des, des produits ou des magasins en entier. Et en fait, 24% en moyenne, 24% des produits en vitrine influencent les achats, mais seulement 24%. Donc c'est bien et c'est pas bien, j'ai envie de dire, c'est que 24, voilà, il y a des achats influencés par les produits en vitrine à un taux de 24-25%. C'est un quart du business, mais c'est-à-dire qu'il y a trois quarts du business qui n'est pas influencé par ce qui est mis en vitrine et qui est autre, parce que les gens viennent pour chercher un autre produit, euh, parce qu'ils vous connaissent d'avant ou parce qu'ils sont des clients récurrents et que ce n'est pas forcément votre communication qui les a fait venir pour acheter ce produit, mais juste simplement qu'il y avait besoin d'un achat ou l'affinité à la marque fait qu'ils sont venus, en réaction à la communication, mais pas pour ce qui était mis en avant, quoi. Bah, c'est exactement ça. Dans la même veine, il y avait une autre statistique qui disait que 20 des clients disent qu'ils ont déjà acheté un produit qui est exposé en vitrine. Ce qui est beaucoup, finalement, mais il y a aussi la face, comme tu le disais, où 80 des gens ont acheté des produits qui n'étaient pas dans la vitrine, et donc c'est la grande majorité des produits qu'on achète. Ce sont des produits qui ne sont pas dans la vitrine. La vitrine, faut la considérer comme un appel à rentrer dans le magasin. Mhm. Éventuellement, si les produits sont bien choisis, ben, on peut augmenter ce taux de conversion du chaland pour le faire entrer dans le magasin et pour le convertir ensuite en magasin. Et d'ailleurs, les études disent que 35 des Français considèrent la vitrine comme la valeur d'appel essentielle à l'entrée dans un magasin. Donc ça confirme cette information-là. Et donc ce que ça signifie pour nous, c'est de redire, d'être capable de recalibrer les attentes des marketeurs par rapport à aux produits qu'ils mettent en avant dans les emails. Ok, et donc du coup, est-ce que tu as un point de vue un peu sur le pourquoi en fait il y a ce décalage entre les attentes des marketeurs digitaux par rapport à la réalité? Parce que je pense que c'est vraiment, j'insiste sur le côté digital, parce que c'est vraiment le côté CRM digital qui a vraiment plus ses attentes que le magasin. J'imagine bien que en magasin, il y a des attentes de vendre les produits qui mettent en avant de saison et de saisonnalité en vitrine, mais il y a cette, il y a une, je pense qu'il y a une connaissance de cet écart un peu plus fort et les attentes, en tout cas, sont moins hautes que que la partie digitale. En fait, moi, ma lecture de cette situation, elle est liée à 2 choses. La première chose, c'est que il y a souvent sur le digital, des des communications qui sont ciblées, qui sont, très ciblées. Donc on se dit:
j'ai ciblé ma communication d'un produit high-tech vers des acheteurs potentiels du high-tech. Donc, je m'attends à ce que la conversion soit très directe et que les personnes que j'ai ciblées achètent du high-tech. Et ça, c'est assez vrai, mais finalement, c'est oublié que les vitrines, elles aussi, sont ciblées, puisqu'en réalité, les magasins, la zone dans laquelle sont situés les magasins, en font des segments. Et donc, un magasin qui sera dans le 6e arrondissement de Paris n'aura pas les mêmes chalands qu'un magasin qui sera situé dans un centre commercial moi je viens de Perpignan. Donc dans les Ouais. environs de Perpignan, ce ne seront pas les mêmes clients. Et donc de ce point de vue-là, il y a déjà un ciblage, ce qu'on peut être tenté d'oublier. Donc première chose. Et ensuite, il y a des espoirs sur le funnel, c'est de penser que une communication, c'est une conversion directement, c'est-à-dire un clic, un achat. Et donc, et ça, je pense que c'est encore plus important, c'est le point principal qui est d'oublier que finalement, un achat est motivé par une somme d'éléments. C'est pour ça une somme de points de contact entre le client et la marque. Ça peut être un email, ça peut être une affiche, ça peut être une campagne télé, ça peut être une somme d'éléments qui font que le client va finir par convertir. Et peut-être que l'email sera le dernier de ce funnel, et dans ce cas-là, la conversion aura lieu, et peut-être sur le produit qui est mis en avant, mais peut-être que ce ne sera que un élément parmi d'autres dans une conversion pour un produit qui n'a rien à voir, qui a été vu à la télé, et c'est le simple fait de voir la marque qui rappelle: «Ah, j'avais vu ce produit, c'est sur ce produit que c'est ce produit finalement qui m'intéresse». Donc je pense que ces 2 choses-là, troublent un peu la vision des marketeurs et des marketeurs digitaux en particulier. Et il y a aussi autre chose, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure sur les vitrines, c'est qu'on on pense qu'il y a les vitrines et qu'elles permettent de faire entrer les clients, mais le calcul de la conversion est plus difficile. Or, dans le digital, on est capable de mesurer beaucoup de choses, ce qui est, évidemment une très bonne nouvelle, mais parfois on pense qu'on va pouvoir, tout résoudre de manière assez simple et comme je disais, que le tunnel de conversion est en fait plus schématique que ce qu'il est dans la réalité. Ouais, le problème bien connu des modèles d'attribution, des outils qui sont à disposition, qui permettent de mesurer bien plus précisément que dans le monde du physique, hein, des communications physiques du magasin physique. Mais ça a des défauts et des pièges et on les connaît. On va pas faire un écart sur ce sujet-là pour cet épisode, mais si ça vous intéresse, il y a des épisodes. On a eu plusieurs discussions dans le passé sur le podcast sur ces sujets et notamment en 2 mots le gros biais qu'apportent des plateformes comme Google Analytics ou autres plateformes d'analytics sur le digital, c'est qu'on arrive à mesurer, comme tu dis, Jean-Marc, toutes les actions, mais mesurer une action et une interaction, c'est différent de mesurer la conséquence et donc l'achat, la conversion, en tout cas de l'attribution de ces conversions à différentes actions. Et on le voit en plus récemment là, avec la fin des modèles d'attribution dans Google le mois dernier, où ils ont conservé plus que le last click et un modèle dynamique drivé par l'AI. Mais bon, on connaît ma position sur le fait qu'ils aient un petit biais du fait que le canal qu'ils vendent et ce qui leur fait leur revenu, c'est de l'ADS qui convertit en last click. Et donc, bien évidemment, la priorité des attributions de modèles sur Google Analytics est sur le last click et ce qui met en avant leur source de revenus et ce qu'ils proposent comme service. Bah, Euh, disons que je te rejoins tout à fait, disons que ça simplifie la lecture parce que c'est simple à comprendre. C'est facile de comprendre que le dernier cliqueur a gagné. En revanche, c'est plus difficile d'interpréter le funnel, quand on lit juste le last click, par exemple. Exactement. Et donc, du coup, si on revient sur le sujet des achats spécifiques, euh, on comprend le concept, on a discuté on met en avant un produit, est-ce qu'on le vend? Mais j'imagine rentrons un petit peu dans les détails de comment on peut comment on définit ces achats spécifiques, en fait. Parce que mes communications ne sont pas forcément sur un produit en particulier. Ça peut être sur une catégorie, une sous-catégorie, un domaine, une part entière de mon catalogue si je suis un marchand avec des univers vraiment différents, hein. Tout à l'heure, tu parlais on parlait de la Fnac, mais on peut parler, voilà, à la Fnac, on peut trouver déjà de la musique, de la hi-fi, de la téléphonie, des télés. Il y a vraiment beaucoup d'univers et sous-univers. Euh, les communications ne sont pas forcément focus sur
un des produits. Donc comment un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'approche de la mesure ou qu'est-ce qu'on peut aborder comme pratique pour essayer de mesurer cet achat spécifique ou cet achat en relation avec la communication versus un achat de produits autres que de la communication. Bien sûr. Ben, ce qui peut venir naturellement, c'est la manière la plus simple de l'interpréter, c'est de dire: «Je cherche à promouvoir, un produit donné, donc un téléphone, X et je vais donc regarder, suite à l'envoi de mon mail, quelle est la proportion des ventes de ce produit X par rapport au reste des produits». Donc ça, c'est une 1re, mesure qui peut être intéressante, sauf que la question derrière se pose tout de suite de dire: «OK, mais j'ai un produit très similaire de la même marque, un tout petit peu plus cher ou un tout petit peu moins cher qui a aussi été vendu. Est-ce que je considère que ça vaut comme un achat spécifique ou est-ce que je considère que ça n'a rien à voir? On pourrait être tenté de se dire, ben, c'est pareil. Donc on pourrait être tenté de dire, j'élargis le concept d'achat spécifique à la sous-catégorie qui inclut le produit sur lequel j'ai communiqué. Ça, c'est intéressant. Et ou à la catégorie d'ailleurs, ça dépend vraiment. Et là, il y a un petit peu de, il y a un jugement à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé cette question en interne aux data scientists dans les équipes pour avoir leur avis sur, comment mesurer cet achat spécifique grâce à l'intelligence artificielle de manière intéressante. Et ils nous ont proposé un protocole qui est intéressant, c'est de calculer la distance interproduit. La distance interproduit, c'est donc une mesure qui permet de justement de dire entre, un téléphone X, qui coûte 650 € et le téléphone Y de la même marque qui coûte 750 €, en fait, il y a une grande proximité. En revanche, avec un manga, bah, peut-être que ce sera plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait avec de l'intelligence artificielle, il y a ce qui peut être très intuitif comme un téléphone, mais peut-être qu'il y a d'autres produits qui vont s'ajouter qui n'auront pas beaucoup de distance et qui seront intéressants à intégrer dans l'achat spécifique. Et donc quand on a essayé d'utiliser cette technique pour mesurer les achats spécifiques de différentes campagnes, on s'est aperçu et c'est assez étonnant que finalement, oui, évidemment, quand on prend de la même manière que quand on prend un produit et qu'on élargit à sa catégorie, ben, on a plus d'achats spécifiques parce qu'on considère plus de produits. De la même manière, si on élargit à de la proximité calculée par la data science, on a aussi plus de produits qui sont dans l'achat spécifique. Seulement, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas beaucoup plus efficace puisque suite à l'envoi d'un certain nombre de campagnes, il y a aussi une somme de produits qui sont pas du tout proches du produit qui est vendu, qui ne font pas partie de la catégorie si on le fait à la manière avec les catégories, qui sont pourtant vendus et où donc on se rend compte que c'est un indicateur qui peut être pertinent, mais qui est peut-être pas suffisant pour aider réellement les marketeurs. Donc on se dit: «Comment faire pour trouver un protocole qui pourrait avoir du sens pour mesurer le succès, ou pas d'une campagne sur l'achat spécifique. Est-ce que c'est regarder l'achat spécifique du produit, à la catégorie? Peut-être. Avec la distance produit, c'est plus compliqué parce que c'est plus difficile à cerner et à expliquer. Donc c'est notre grand défi, ça a été de trouver comment mesurer l'achat spécifique de manière, plus convaincante. Ok. Effectivement, et là, depuis tout à l'heure, on prend des exemples de produits physiques ou même culturels. Tu parlais des mangas. Ben, si on a vendu un manga, qu'on a mis en avant un produit électronique, voilà, la proximité est peut-être un peu plus loin, mais je fais une petite pause là sur un côté que culturel. Si je mets en avant des livres ou des disques d'un ou d'artistes dans un style de musique, est-ce que je considère la vente de disques dans le même style de musique, mais pas de cet artiste-là, de la proximité, ou est-ce que la vente de n'importe quel disque, en fait, n'est pas de la proximité par rapport à ma communication, parce que l'objectif était de vendre de la musique. On peut l'imaginer aussi avec des produits non physiques qui vont être des places de concert, tout simplement. Ça va complexifier l'approche de l'achat spécifique parce qu'il y a une date de péremption, tout simplement, il y a une date de validité où le concert, il y a une date dans une ville et soit je remplis la salle, soit je la remplis pas, mais vendre des tickets pour un autre artiste dans une autre ville, là, pour le coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand je veux remplir une salle. Et si on change encore d'industrie, imaginons un petit peu l'impact et la mesure
pour des acteurs du voyage ou des vacances. Donc du séjour, encore une fois, il y a des périodes de vacances. J'ai un centre de séjour qui est sous-booké pour une période. Bien évidemment, les marketeurs, on s'attend à ce qu'ils mettent en avant ce centre avec peut-être des prix attractifs et des incentives pour augmenter ce taux d'occupation pendant cette période. S'ils vendent des séjours pour cette même destination à une autre période ou pour cette même période mais à une autre destination, est-ce qu'ils considèrent ça comme une victoire, comme un succès? C'est vraiment des choses aussi qui doivent être établies en interne, où on ne peut pas apporter une réponse universelle parce que d'une industrie à l'autre, je pense que ces distances interproduits ou inter-offres vont beaucoup changer et l'appréciation de l'efficacité de ces, ouais, de ces écarts, l'appréciation de ces écarts entre les offres va vraiment être différente, comme je disais, entre si on est dans de la vente de séjours et de voyages par rapport à des éléments culturels ou spectacles, concerts ou juste du produit high-tech, on va vraiment avoir, je pense, des approches différentes et c'est vraiment des questions qu'il faut se poser en interne dans votre industrie, dans votre entreprise, comment appréhender ça. Et une des bonnes manières, on peut revenir à ce que tu disais au début, Jean-Marc, c'est que si vous êtes en charge de la partie digitale, mais qu'il y a aussi une branche physique dans l'entreprise, ça peut être intéressant de se rapprocher de l'approche et de voir comment c'est mesuré ou construire un benchmark sur la pertinence et la performance de ces achats dans les magasins physiques par rapport aux vitrines et essayer de voir un petit peu comment la culture interne sur ces sujets-là est drivée et quel est l'historique de ça en interne. Je pense que c'est un point central. Je pense que, comme tu le dis, en fait, souvent dans la culture du magasin physique, les questions ont déjà été posées. Alors peut-être pas sous ce nom-là, peut-être pas sous cette forme-là, mais la question en interne a existé. Et donc c'est intéressant de reboucler s'il y a du offline avec la partie offline pour être aligné et pour que comme ça, tout le monde parle le même discours sur des sujets qui finalement sont partagés et on s'en rend pas forcément compte. Donc c'est bien d'avoir une définition commune, c'est bien aussi d'avoir une définition commune avec sa BI, avec ses équipes data pour être sûr qu'on parle de la même chose et qu'un succès veut bien dire la même chose de chaque côté des directions marketing. Ce qu'on peut dire, c'est globalement, si on veut rajouter un peu de chiffres dans ces constats, c'est que nous, ce qu'on a constaté, par exemple, chez Splio sur une somme de campagnes, sur une période de 3 mois, c'est que les achats spécifiques sur des campagnes plutôt ciblées, c'est-à-dire où déjà il y a un effort qui est fait pour le ciblage, ne représentent que 22,5 des achats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là et on en revient à ce qu'on disait, si un email sur, des grille-pains fait vendre des téléphones, bah, finalement c'est normal. C'est normal, dans 80 des cas. C'est 80 des achats qui seront comme ça. Ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que, une mesure intéressante de l'achat spécifique et là, je vais rentrer un peu dans le détail, mais c'est, pour pouvoir donner une vue complémentaire aux marketeurs, c'est de se dire: «Il ne faut pas seulement considérer l'achat spécifique d'un produit sur une communication ou plusieurs communications». Ce qu'il faut faire, c'est comparer ce ratio entre l'achat spécifique du produit par rapport au reste des produits qui sont vendus, avec le ratio de vente de ce produit hors communication. Je prends un exemple. Hem, Si un produit, se vend, 1 fois par mois, hors communication, donc il ne représente finalement que, 1/1000, de ce qui est vendu et qu'on communique sur ce produit, est-ce qu'on peut s'attendre subitement à ce que ce produit représente 50 de ce qui va être acheté ou attribué à cet email? Bah, c'est impossible parce que c'est un produit qui est un produit niche, qui a pas un succès énorme. Donc il faut regarder plutôt à quel point ça dévie et à quel point on était à, 1/1000. Peut-être que si ça passe à 3/1000, en fait, on a fait un progrès énorme et cette communication a vraiment été efficace sur la vente de ce produit. Et donc ce qui est intéressant, c'est de comparer le ratio entre le spécifique sur une campagne donnée et le chiffre d'affaires généré par rapport à la globalité du chiffre d'affaires de ce produit. Et c'est ce
à quel point on est capable de modifier ce ratio qui pourrait nous indiquer le succès d'un email. Et en lisant ou d'une campagne CRM en général. Et c'est en lisant de cette manière-là les résultats qu'on peut vraiment peut-être juger différemment du succès ou de l'échec du point de vue du revenu spécifique d'une campagne. Et je pense qu'en faisant ça, ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et aussi sur l'interne de, de ramener les attentes à quelque chose de plus normal et donc de dire: «Ce produit qui s'est vendu une fois dans le mois, subitement ne va pas se vendre 50 fois parce que j'ai envoyé un email». Ça, Ah c'est oui. c'est impossible. Bah, donc, alors, j'essaye de résumer un peu ce que tu as dit, parce qu'il y avait beaucoup de notions dans ce point sur la mesure et ces exemples-là. Mais donc, ce qu'on dit, c'est que même dans un cas où effectivement l'audience a été plutôt bien soignée et bien sélectionnée pour matcher avec le sujet de la communication et la catégorie des produits mise en avant, bah, c'est pas parce que l'audience a été bien ciblée et que on peut s'attendre à faire 100% de ventes uniquement sur ce produit qui est mis en avant. Les chiffres que tu donnais, donc c'était 22,5% des achats spécifiques suite à un email donné. Euh, mais que ce pourcentage, le deuxième point que tu mentionnais, c'est que ce pourcentage en lui-même n'a aucune valeur parce qu'on ne compare, on ne sait pas à quoi le comparer. Et donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est comparer l'impact, ben, ce pourcentage d'achats spécifiques lors de la communication, de la mise en avant, à un benchmark qui est comparable, qui est celui de quel est le pourcentage de la vente de ce produit en général quand il n'y a pas de communication dessus. Et donc, l'incrément de performance entre ce benchmark de quand il n'y a pas de communication versus quel est le pourcentage et la part des ventes que ce produit prend lorsqu'il y a une communication, c'est ça qu'il va falloir mesurer parce qu'effectivement, si on met en avant notre best-seller qui se vend comme des petits pains, quoi qu'on fasse, bah, peut-être que l'incrément sera en fait quasi nul. Si on met en avant un produit qu'on vend beaucoup moins naturellement, mais qu'en le sélectionnant une audience pertinente, le mettre en avant, fait passer le volume des ventes de ce produit soudainement à 2, 3 ou 4% du total des ventes. Et on se dit bah, 4%, c'est ridicule, mais c'est ridicule par rapport à des attentes qui sont complètement hors réalité de la part du marketeur. Parce que si on compare ça au taux de vente naturel, ben on a peut-être fait un x2, x3 ou x4 en pourcentage de vente, ce qui est une preuve d'efficacité de la communication et du ciblage à ce moment-là. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça et finalement le premier taux qui était donné de 22% des achats spécifiques, en réalité, tu as raison, il a pas beaucoup de sens et il a qu'une seule valeur, c'est de dire: «Quoi qu'il arrive, ne vous attendez pas, puisque c'est une moyenne, à ce qu'un email fasse vendre 60-70% du produit qui est mis en avant». C'est impossible et ensuite, par contre, c'est ce que tu disais, il y a des manières de mieux comprendre à quel point, du point de vue du revenu spécifique, un email a fonctionné. Ouais, le taux moyen est juste là pour rappeler le fait que l'attente de 100% des ventes lorsque j'ai mis en avant un produit n'existe pas en fait. Exactement. C'est vraiment des attentes et un rêve qui sort de nulle part, ouais, qui n'a pas lieu d'être en fait, tout simplement. Et ces éléments, en fait, pour les gens qui nous écoutent, j'espère que ces éléments sont assez compréhensibles. Alors, c'est des chiffres, on a partagé des chiffres et des méthodologies à l'oral, donc c'est pas si simple. Euh, je vais juste mentionner que bah, cette discussion-là, tu as écrit un article assez long sur le sujet, Jean-Marc aussi, donc ça peut être intéressant d'aller voir. Il y a des chiffres à l'appui, des tableaux, des graphes et des visuels qui permettent d'aider à la compréhension si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éléments pour après en des sujets. Mais je voulais on arrive à la fin de la discussion et du temps imparti, mais je voulais surtout je voulais communiquer et être sûr que ces éléments-là peuvent servir de base aux marketeurs quand il y a une question en fait qui revient souvent et qui est encore une fois les attentes de la direction par rapport aux communications du CRM, qui bien souvent, et pour l'avoir vécu, on fait une communication sur la vente d'un set de casseroles quand je travaillais dans la vente d'ustensiles de cuisine et que bah, toutes les ventes ne sont pas sur ce set de casseroles et que la direction arrive et dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Vous êtes complètement planté dans soit la créa, soit l'offre, soit l'audience. Pourquoi on n'a pas vendu
75% ou 80% des ventes de cette communication sont des casseroles. Et avoir en tête ces chiffres, la méthodologie et ce benchmark vous permettra en tant que marketeur d'éduquer votre direction, d'éduquer en interne et de partager ces éléments. Et vous avez, encore une fois, je le répète, certainement des alliés dans les directions des magasins physiques, parce que ces questions-là existent depuis toujours, en tout cas depuis bien plus longtemps dans les magasins physiques que dans le digital. Et ça vous armer d'alliés ou de chiffres ou de références sur ces sujets-là en interne vous aidera beaucoup à aussi mieux expliquer ces performances-là. Un mot, on arrive à la fin, comme je disais. Jean-Ma, un mot pour finir, un dernier point sur ce sujet, un partage, une anecdote supplémentaire dans les chiffres qu'on avait vus. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure? Moi, pour conclure, ce que je rajouterais peut-être, qui ressort en fait de cette conversation, c'est de dire, donc on voulait parler un peu des attentes qu'il pouvait y avoir dans les directions ou au niveau commerce, etc., sur les communications qui sont envoyées. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a parlé de vitrine, et je pense que pour moi, les communications du CRM ont de la même manière que les vitrines, n'ont pas uniquement un seul objectif. C'est pas uniquement un objectif de vente, même si ça peut être une communication très orientée produit, mais il faut toujours se rappeler que c'est aussi lié au reste des communications de la marque. Et donc, c'est l'attachement à la marque, l'engagement du client, la mise en avant des produits, mais pas uniquement ceux qui sont sur la communication, et que donc c'est un tout, et que c'est une partie du funnel. Et il ne faut pas oublier ça, et donc il ne faut pas systématiquement vouloir qu'une campagne commerciale ne remplisse qu'un but commercial, ne rien regarder autour, qu'une campagne branding soit complètement décorrélée des attentes du point de vue transformation et conversion à l'achat. Donc pour moi, c'est plus compliqué, évidemment. C'est plus compliqué de se dire que ça doit faire un peu tout, mais il faut aussi le regarder de cette manière-là, et donc ne pas assigner nécessairement un objectif unique, mais être capable d'ouvrir un peu les yeux sur à quoi peuvent contribuer les emails, pardon. Oui, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les Exactement. objectifs, il y a des objectifs principaux, il y a un objectif principal, pardon, mais il y a toujours des effets divers et secondaires. Et effectivement, le travail de création de relations avec le consommateur n'est pas uniquement des communications branding versus des communications de transactions transactionnelles. Et il y a un petit peu des deux quand même à chaque fois. Exactement. Super. Bon, sujet passionnant. Si vous nous avez écoutés et que vous avez ce sujet résonne avec vos problématiques et que vous avez trouvé des solutions pour y répondre, ou que vous voudriez creuser le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Jorma ou moi-même sur LinkedIn, on est présent quasiment tous les jours. Envoyez-nous un message, on y répond avec plaisir, et pourquoi pas en parler même sur le podcast ou faire une interview, un article dessus. C'est tout pour aujourd'hui. On va juste finir par le classique appel au support sur le média. Et donc, si vous avez aimé la discussion, aimé les épisodes précédents et que vous voulez en entendre plus, ne pas louper les prochains, likez un like, les notifications, toutes ces choses-là qui font que les algorithmes des plateformes sociales mettent en avant le podcast et le partagent à plus de monde. Ça nous aidera beaucoup et supportera le travail qu'on fait sur ce support. Merci beaucoup, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.